Bonjour, je suis Guillaume Baudry. On va corriger ensemble donc cette première conférence de cardiologie. Donc le premier dossier concerne essentiellement la pathologie coronaire. Pourquoi la pathologie coronaire? On est quand même en cardiologie, c'est fondamental et ça fait partie des pathologies qu'on voit le plus fréquemment, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et c'est quelque chose qui est très à la mode puisque la Société européenne de cardiologie, qui fait quand même référence en France pour la prise en charge des patients, a sorti des recommandations à la fois en 2011 sur le SCA-ST-, en 2012 sur le SCA-ST+, et en 2013 sur la maladie coronaire stable. Autant vous dire que c'est des pathologies dans l'air du temps. Voilà. Donc à la première question, pourquoi est-ce qu'il fallait donner le diagnostic d'Angor? C'est assez simple, c'est avant tout un diagnostic qui est clinique. On voit bien que ce patient se plaint d'un symptôme qui évolue maintenant depuis plusieurs mois, voire des fois plusieurs années, qu'il n'y a pas d'évolution récente brutale. Donc l'évolution, généralement, ça va vers l'aggravation des lésions au fur et à mesure et une diminution de l'effort entraînant les symptômes. Donc là, dans la question, c'est même pas le cas, donc il n'y a aucun doute à avoir, donc on est bien sur de l'Angor. Voilà. Alors, quel est le piège de cette question? C'est qu'on n'est pas sur un patient, par exemple, qui arrive aux urgences avec un diagnostic de gravité à éliminer. Là, ce qu'il faut juste faire, c'est le bon diagnostic et le diagnostic le plus fréquent. Donc on est sur de l'Angor stable. Et il ne faut pas se tromper à cette question. Les autres diagnostics différentiels sur la douleur thoracique n'avaient pas lieu d'être ici. On n'est pas sur de l'embolie pulmonaire, il n'y a pas d'argument pour une dissection sur la clinique. Donc on ne pouvait pas vraiment se tromper. Alors, deuxième question, donc quelle était la classe de l'Angor selon la classification canadienne? Donc là aussi, c'est une question qui ne demande pas de réflexion particulière, juste des connaissances. Et c'est une question sur laquelle il faut éviter de perdre du temps. Soit on a la réponse, soit on l'a pas. Donc pour faire simple, c'est une classification qui ressemble pas mal à la classification NYHA qu'on retrouve dans la dyspnée de l'insuffisance cardiaque. Et donc, pour faire simple, classe 1, une activité ordinaire ne provoque pas d'Angor. La classe 2, c'est une légère diminution de l'activité. Donc là, c'est marcher 100 à 200 mètres en terrain plat sans aucun souci pour le patient. Et tout ça avec un rythme normal et dans des conditions normales. La classe 3, donc c'est une réduction marquée de l'activité physique ordinaire. Donc c'est une distance à la marche en terrain plat qui est limitée, généralement entre 100 et 200 mètres. Et la classe 4, c'est un Angor qui peut être présent au repos et qui gêne toutes les activités de la vie quotidienne. Alors, donc les réflexes à retenir, c'est surtout ne pas perdre du temps sur ce genre de réponse. Et si on ne connaît pas, on passe et ça laissera un peu plus de temps pour réfléchir sur les questions des autres dossiers où là, on pourra peut-être gagner quelques points. Alors, quels sont les examens de première intention? Donc là encore, il faut essayer de se mettre en situation. Donc la plupart du temps, vous serez cardiologue de ville ou le médecin traitant. Donc le patient vient voir pour de l'Angor. Le but est de définir donc une stratégie diagnostique et thérapeutique. Et pour ça, il faut connaître à peu près l'état général du patient, ses principales comorbidités et facteurs de risque cardiovasculaire, et essayer d'évaluer le retentissement donc sur sa qualité de vie. Donc le retentissement passe essentiellement par l'interrogatoire, avec l'évaluation de l'Angor selon la classification canadienne. Et le reste dépend d'examens qui sont pratiqués donc la plupart du temps soit au cabinet, soit en ville et qui doivent être simples. Donc l'échographie de repos, l'électrocardiogramme de repos, un bilan biologique avec notamment une évaluation de la fonction rénale, la recherche des facteurs de risque cardiovasculaire avec la glycémie et le bilan lipidique, la recherche d'une anémie à la NFS qui est un facteur de risque d'Angor, et éventuellement une radio de thorax qui est un peu moins consensuelle, qui va dépendre des facteurs de risque de votre patient, soit si vous suspectez une pathologie pulmonaire associée chez un grand tabagique, soit si vous suspectez une cardiopathie évoluée, donc chez un patient très dyspnéique. Donc ça peut vous aider. Pourquoi on ne va pas partir vers des examens
plus complexes comme l'électrocardiogramme d'effort ou l'échographie d'effort en deuxième intention, tout simplement parce que ces examens-là ont une rentabilité qui dépend essentiellement de votre patient, et ces examens qui sont qu'on peut difficilement avoir en ville. Par exemple, l'électrocardiogramme d'effort sera d'aucune utilité chez un patient avec un énorme bloc de branche gauche à l'ECG de repos. C'est pour ça qu'il faut d'abord passer par l'étape électrocardiogramme de repos. Pareil pour l'échographie d'effort, si vous envoyez un patient anéchogène faire une échographie d'effort, là aussi le résultat sera nul et la stratégie thérapeutique sera mauvaise. La coronarographie en première intention chez un patient coronarien stable en l'absence de la fonction rénale, en l'absence du retentissement, c'est inacceptable et c'est, je pense, des points négatifs à la question. Alors, quels sont les réflexes et les astuces à retenir? C'est que là, vraiment, il faut essayer de se faire une idée de son patient et ne pas sauter les étapes. Donc, avant d'envoyer un patient en coronarographie, en épreuve d'effort, il faut connaître son électrocardiogramme de repos, son échographie de repos. Est-ce qu'il y a de l'insuffisance? Est-ce que le patient est insuffisant cardiaque sévère? Et là, on va changer de stratégie thérapeutique. Est-ce que la fonction cardiaque de repos est normale, etc. Tout ça, c'est des informations indispensables avant de se jeter sur les examens de seconde ligne. Quels sont les examens à proposer en deuxième intention à notre patient? Donc là, il y a 3 tests qui semblaient justifiés. L'échographie d'effort ou l'échographie à la dobutamine si le patient ne peut pas faire d'effort, et la scintigraphie. Donc on va reprendre ensemble les recommandations de 2013 pour voir pourquoi la stratégie proposée ne pouvait pas être différente de celle-ci. Donc 1. On choisit donc le patient, donc notre patient et le patient tout venant, on l'évalue cliniquement, on évalue effectivement si l'angor semble typique ou atypique. On réalise des examens de seconde intention avec l'électrocardiogramme, de la biologie qu'on a vu tout à l'heure, l'échographie de repos, éventuellement une radio de thorax. Une fois qu'on a fait ça, on évalue s'il y a une indication à revasculariser ce patient. Donc globalement, on va essayer de revasculariser la plupart des patients, sauf les patients trop âgés ou ceux qui ont une fonction rénale trop perturbée pour pouvoir avoir une coronarographie. À partir de là, il faut bien sûr éliminer les causes non coronariennes. Ensuite, si notre patient n'a pas de dysfonction VG, on va essayer de le classer. Donc soit le risque d'avoir une maladie coronaire, selon le tableau, est très faible. Donc on reverra le tableau tout à l'heure, mais inférieur à 15%. Dans ce cas-là, il faut rechercher d'autres causes et on n'est pas obligé de partir dans des examens de deuxième intention. Soit le risque est intermédiaire entre 15 et 85%. Là, il faut bien sûr faire des tests à la recherche d'une ischémie et de la documenter. Et si le risque est supérieur à 85%, on peut passer d'emblée à une coronarographie. Alors, comment on sait quel est le risque pour notre patient? Globalement, c'est donné par ce tableau-là. Il faut retenir les choses essentielles, c'est-à-dire qu'en blanc, c'est un risque coronarien inférieur à 15%. C'est les patients chez qui on n'aura pas besoin de faire d'autres examens. Typiquement, là, c'est les femmes avec des douleurs atypiques et qui ont un âge inférieur à 50 ans. Ce sera les seuls. En bleu clair, c'est un risque entre 15 et 65%. Donc c'est chez ces patients-là à qui s'adresse l'électrocardiogramme d'effort. J'y reviendrai tout à l'heure, mais si le risque d'avoir une maladie coronaire est supérieur à 65%, il ne faut pas faire d'électrocardiogramme d'effort, puisque sa valeur prédictive négative est certes très bonne, mais si le risque pré-test est élevé, l'information apportée par l'examen est nulle. C'est un peu comme les dédimères dans l'embolie pulmonaire. Si le risque d'embolie pulmonaire est important, on ne fait pas de dédimère. Là c'est pareil, chez le coronarien, si le risque de maladie coronaire est important, on ne fait pas d'électrocardiogramme d'effort. Voilà. Et donc, typiquement, les personnes qui ont plus de 65% de probabilité d'avoir une maladie coronaire, c'est les hommes de plus de 40 ans, avec des douleurs angineuses typiques. Donc chez ces personnes-là, il faut oublier l'électrocardiogramme d'effort, et les femmes de plus de 70 ans. Les 2 cases en rouge, qui sont les autres cases importantes, c'est les patients qui ont un risque d'avoir une maladie coronaire supérieure à 85%, et typiquement c'est les hommes avec des douleurs typiques ayant un âge supérieur à 70 ans. Donc chez ces personnes-là, en théorie, on peut passer directement à la coronarographie.
Quels sont les réflexes et les astuces qu'il faut retenir de cette question? C'est 1. Bien comprendre l'indication de l'électrocardiogramme d'effort. Donc c'est les hommes en théorie de moins de 40 ans avec des douleurs typiques ou les femmes de moins de 70 ans avec des douleurs typiques. Chez les autres, il faudra plutôt s'orienter donc vers l'échographie d'effort, la dobutamine ou la scintigraphie d'effort. Ensuite, il ne faut pas tomber dans les pièges. Chaque examen a ses contre-indications. Donc chez un patient ayant un pacemaker, on ne peut pas proposer d'IRM cardiaque, même si l'IRM d'effort, certes difficilement accessible, aurait pu être un choix. Quel résultat la scintigraphie d'effort motiverait une coronarographie? L'angor, par définition, c'est une ischémie survenant à l'effort, et la scintigraphie est un examen très sensible pour détecter cette ischémie. Donc les résultats attendus pour justifier une coronarographie chez le coronarien stable, en tout cas, c'est une ischémie sur au moins 2 segments sur 17. Comme vous le savez sûrement, le myocarde ventriculaire gauche est divisé en 17 segments, et il faut qu'il y ait au moins 2 segments généralement adjacents pour que ce soit cohérent, qu'ils soient ischémiques, et donc le plus souvent ça va ensemble, que ça représente plus de 10% du myocarde ventriculaire gauche. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette question et quels sont les réflexes à avoir? C'est que 1, bien sûr, il faut retenir donc la première case, donc qu'est-ce qu'une scintigraphie positive, et il faut bien sûr retenir de cette question les contre-indications de la scintigraphie, qui sont 1, les femmes enceintes, et on va dire les enfants dans la mesure du possible, puisque c'est un examen irradiant. Donc on va essayer d'éviter de le proposer à ces populations-là. Et l'autre population sur laquelle il faut se méfier, c'est les asthmatiques. Soit ils peuvent faire un effort sur bicyclette par exemple, et dans ce cas-là on peut leur proposer la scintigraphie. À partir du moment où ils n'en sont pas capables, on ne pourra pas leur proposer de persentine, puisqu'elle est contre-indiquée chez les patients asthmatiques. Question 6. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter, ou en tout cas diminuer le plus possible la toxicité rénale? La première mesure, ce sera bien sûr de rediscuter l'indication de l'examen. Est-ce qu'il y a une vraie indication? Est-ce qu'on ne peut pas remplacer cet examen par un autre examen moins invasif? La deuxième, si on décide de faire la coronarographie, c'est bien sûr d'hydrater le patient. Et hydrater, ça veut dire mettre du chlorure de sodium. Les solutés glucosés n'hydratent pas. Ensuite, on peut aussi limiter la quantité de produits de contraste, c'est-à-dire injecter les deux coronaires, la droite et la gauche, faire un examen essentiellement diagnostique et reconvoquer le patient pour faire l'examen thérapeutique dans un second temps s'il faut éventuellement faire une angioplastie. La dernière chose, c'est de discuter éventuellement le N-acétylcystéine. Donc le N-acétylcystéine n'a jamais montré une grande efficacité, mais en tout cas c'est utilisé par la plupart des services de cardiologie et je ne pense pas qu'on vous en voudrait si vous l'utilisez. Quels réflexes et astuces faut-il retenir de cette question? Le plus important, je pense, c'est de rediscuter tous les examens invasifs. L'autre chose, ce serait de différencier donc, les sérums glucosés et les sérums salés. Les sérums salés, ça hydrate, ça augmente le volume extracellulaire. Les sérums glucosés, en théorie, c'est de l'eau, donc ça va plutôt en intracellulaire et ça n'hydrate pas. Question 7, quelle est l'artère responsable d'une ischémie dans le territoire inférieur? C'est bien sur la coronaire droite. La réponse aurait été l'IVA si le territoire était antérieur et la circonflexe si le territoire était latéral. Alors quel réflexe ou astuce faut-il retenir de cette question? Donc sur toutes les questions d'anatomie ou de cours en général, il faut essayer d'aller le plus vite possible. C'est des questions qui ne demandent pas de réflexion. La réponse va être consensuelle, donc il ne faut pas perdre de temps et passer le plus rapidement possible à la question suivante. Une autre chose, la pathologie du coronarien, c'est une pathologie qui est souvent localisée et il faut bien sûr préciser les atteintes, les territoires à l'électrocardiogramme et les territoires à l'échographie pour essayer d'y associer les résultats de la coronarographie. Question 8. Quelles sont les molécules qui figureront sur votre ordonnance de sortie? Donc c'est assez simple, les médicaments du coronarien
Stenté, ça doit être les bêta-bloquants, puisque les bêta-bloquants, on le rappelle, ont un rôle anti-angineux important. Donc ce patient, il se plaint d'un symptôme qui est l'angine de poitrine, on le revascularise et on lui met des bêta-bloquants. Alors, les IEC, on peut lui en proposer si sa fraction d'éjection est inférieure à 40%, mais dans ce dossier, c'est pas le cas, donc ça n'en fait pas partie. L'aspirine et le Plavix, puisqu'on lui a mis un stent, donc une double antiagrégation est indispensable, et une statine, là dans l'exemple c'était l'atorvastatine, ça aurait pu être n'importe laquelle. Donc quels sont les réflexes et les astuces à retenir de cette question? C'est que les IEC ne sont pas systématiques si la fraction d'éjection est supérieure à 40%. Il faut bien sûr penser à la double antiagrégation plaquettaire qui est indispensable pendant 1 mois à 1 an selon le type de stent. On rappelle que pour un stent nu, c'est 1 mois, et pour un stent actif, c'est entre 6 mois et 1 an. Il faut bien sûr penser aux mesures associées. Elles n'apparaissent pas forcément sur l'ordonnance, mais vous devez y penser et en parler à votre patient. Et se rappeler que les nouveaux antiagrégants plaquettaires que sont le prasugrel et le ticagrelor n'ont pas de place pour le moment chez le coronarien stable. Vous suspectez un infarctus inférieur avec extension au VD chez ce patient, mais l'électrocardiogramme est normal. Est-ce que ça remet en cause le diagnostic? Clairement oui, puisque l'électrocardiogramme est pratiquement jamais normal à la phase aiguë d'un ST+. Ce qu'on peut voir de temps en temps, c'est un électrocardiogramme difficile à analyser, comme dans le cas d'un bloc de branche gauche, d'un patient qui est électro-entraîné par un stimulateur, ou certaines anomalies de la repolarisation qui rendent très difficile l'interprétation de l'électrocardiogramme. Cependant, si on veut être puriste, il faut quand même dire qu'il faut un électrocardiogramme dérivation, mais ce ne sera clairement pas le diagnostic à envisager en priorité chez ce patient. Question 10. Quel est le mécanisme du syndrome coronaire aigu? Donc là, bien sûr, il fallait répondre thrombotique. Ce patient vient d'avoir un stent dans le territoire inférieur, et c'est là qu'il fait le syndrome coronarien aigu. Probablement qu'il s'agit d'un patient qui n'a pas pris son traitement, ou qui a une résistance au Plavix, qui arrive dans quelques cas, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Et donc la complication dans ces cas-là, la plus redoutable, c'est bien sûr la thrombose de stent. Les autres mécanismes, comme la sténose, entrent en jeu plutôt dans l'angor, en l'occurrence. La rupture de plaque dans le syndrome coronarien aigu chez un patient jusqu'alors asymptomatique. Donc l'embol, ce serait plutôt chez un patient qui serait en FA, ça peut arriver. Donc quel réflexe et astuce faut-il retenir de cette question? Donc la thrombose de stent, c'est une complication redoutable. La mortalité est d'à peu près 50%. Donc bien sûr, comment on la prévient? Donc c'est les antiagrégants plaquettaires, la double antiagrégation plaquettaire pendant 1 mois à 1 an. Et c'est pour ça qu'on a développé des nouveaux antiagrégants plaquettaires encore plus forts que sont le prasugrel et le ticagrelor, qui apparaissent maintenant essentiellement dans le syndrome coronaire aigu. Il ne faut pas oublier toutes les autres complications liées à vos traitements. Bien sûr, si d'un côté vous prévenez la thrombose de stent avec les antiagrégants plaquettaires, d'un autre côté vous favorisez les hémorragies. Donc quand vous prescrivez un traitement, il faut bien sûr avoir informé le patient des bénéfices et des risques attendus et y penser en cas de complications. Question 11. Quel examen réalisez-vous en urgence? Il s'agit bien sûr de la coronarographie. L'astuce à retenir, c'est qu'aucun examen ne doit retarder la prise en charge. L'urgence, c'est de revasculariser la coronaire bouchée et tous les examens pourront être faits a posteriori.